surprise par ce qui se passait. Il y a eu la deuxième vague. On a vu que nos entreprises de l'économie sociale et solidaire étaient plutôt dans la résilience. Et puis là, on sent très bien qu'il va y avoir un troisième confinement et on est un peu dans l'inconnu et on se demande si on ne va pas sauter dans l'inconnu. Et puis, dans l'économie sociale et solidaire, tous les acteurs ne sont pas au même niveau. On peut penser que les mutuelles, effectivement, résistent plutôt bien à travers cette crise. D'autres acteurs résistent bien à travers cette crise, mais il y a un secteur qui est particulièrement touché, c'est le secteur associatif. Et au sein du secteur associatif, il y a certaines de ses composantes qui sont plus particulièrement touchées. Donc, je pense qu'il ne serait pas responsable de la part de la Chambre de ne pas écouter ce qui se passe, de ne pas prendre en compte les remarques et les propositions qui peuvent être faites, voire même les signaux d'alarme qui pourraient nous être envoyés, de telle manière à ce que la CRES fasse ce qui est aujourd'hui prioritaire, c'est-à-dire de remonter ces informations au niveau national avec l'État. Et nous avons une relation qui est plutôt simple aujourd'hui, c'est vrai, également avec la région, puisque la CRES est l'interlocuteur régional de cette collectivité territoriale. Et puis d'apporter des réponses. C'est le rôle de la CRES aujourd'hui. C'est vraiment d'apporter des réponses aux entreprises, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, dans ce qui est sa vocation. La vocation de la CRES, ce n'est pas de faire des grands discours sur l'économie sociale et solidaire, c'est de faire en sorte de construire des réponses pour que nos entreprises puissent, avec la crise, résister. Et puis demain, je l'espère, reprendre le large comme elles doivent le reprendre et pouvoir se développer. Parce que si on veut que l'ESS puisse rayonner davantage, ça ne pourra passer que par le développement des structures de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être une opportunité, la crise, c'est vrai, ça peut être une opportunité pour l'économie sociale et solidaire si nous savons saisir cette opportunité, si nous savons faire ensemble. Et malgré tout, il est quand même vrai de dire aussi que la situation de cette crise est particulièrement dure pour certains de nos acteurs et on a des raisons aussi pour eux d'être inquiets. Donc, si on est inquiet, faut tout faire pour essayer de les accompagner. C'est un peu ça le rôle de la CRES. Donc là, j'ai été très, très long, mais moi, aujourd'hui, je suis plus venu écouter que parler. Juste encore une petite question avec une réponse courte. Vous parlez d'écouter les acteurs et c'est le rôle logique, en tout cas de la CRES, d'être à l'écoute de ces entreprises. Mais est-ce que justement l'État, le gouvernement vous écoute? Est-ce que vous êtes concrètement en relation avec Olivia Grégoire, par exemple, comme interlocutrice? Oui, vraiment. Je l'ai eu au téléphone ce matin. Elle a dû reporter un de ses déplacements. Là, il semblerait d'actualité à ce qu'elle puisse revenir. Elle est assez intéressée par ce qui se passe en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On peut être assez fier quand même en Provence-Alpes-Côte d'Azur parce qu'on a des capacités de création, d'innovation. Dois-je rappeler que c'est la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur qui avait créé le mois de l'économie sociale et solidaire. Tout à l'heure, on va parler de chiffres. Le baromètre, il a été créé en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, cette vision entrepreneuriale que nous avions, qui a surpris il y a quelques années, et puis aujourd'hui, on voit bien que le mot entreprise dans l'économie sociale et solidaire, c'est plus un gros mot parce qu'on peut entreprendre différemment et qu'on a compris qu'on entreprenait différemment. Oui, on a une relation, je dirais peut-être entre guillemets, privilégiée parce qu'elle est intéressée par ce que nous faisons et nous en profitons. Et nous avons, je dirais, la ligne directe avec elle. Et puis, je le rappelais, nous avons la ligne directe avec la région. Pour autant, la Chambre a besoin aussi de réinventer sa proximité. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, nous avions un entretien avec les responsables de l'UDS, un entretien qui a été très intéressant, comme nous avions eu hier un entretien avec les acteurs dans le 84. Et c'est important, effectivement, il y a toujours un risque, quand on est en responsabilité, entre guillemets, de penser que ce qu'on fait est bien fait et de repartir au contact, d'être un peu sollicité, titillé, de prendre la réalité de la problématique au plus près. C'est quand même, je pense, important. En tout cas, c'est important pour une chambre comme la nôtre. Merci Denis Philippe de ces propos introductifs. Alors je disais tout à l'heure qu'un des éléments de la discussion, c'était la question du panorama départemental. La CRES-PACA a monté le premier observatoire de l'ESS qui s'est diffusé et a été partagé en France. Mais jusque-là, nous nous
contentions, et c'est déjà pas mal en fait, hein, parce que c'est un dur travail, il faut rendre hommage à ceux qui travaillent sur ces données-là, d'un panorama régional pour faire l'état de la réalité de l'ESS dans notre région. Et il nous paraît aujourd'hui nécessaire de pouvoir décliner ces panoramas à l'échelle départementale. C'est un chantier que nous avons mené en 2020 et qui est désormais abouti. Et c'est David Eckel, le directeur de la CRES, qui va venir nous présenter ce panorama. Je l'invite à nous rejoindre sur le plateau, peut-être de ce côté-là. Hop, hop, il passe devant moi, on est comme à la maison, hein. C'est très confortable, les locaux de l'UDES, on reviendra. Donc, merci. Un peu plus loin, David. Merci. Du coup, peut-être un élément de cadrage pendant que je charge les slides sur comment vous avez travaillé sur les panoramas et quelle était l'intention. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, notre CRES a été à l'origine, il y a maintenant plus de 10 ans, de la création d'un observatoire régional de l'économie sociale et solidaire, avec un objectif principal qui était de se dire la première chose en fait à construire pour pouvoir représenter une catégorie d'entreprises, c'est de savoir se compter pour dire combien on pèse dans l'économie régionale. Aujourd'hui, autant de régions vous avez administratives en France, vous avez de CRES, et vous avez dans chaque région de France, sur le modèle de ce qui avait été développé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un observatoire qui fournit des données. C'est possible grâce en fait à deux partenariats, un partenariat national avec l'INSEE, par lequel en fait il a été isolé, notamment à partir des numéros SIRET, l'ensemble des établissements employeurs de l'économie sociale et solidaire, et ça donc permet en fait d'isoler un champ statistique permettant de compter les emplois dans les entreprises de l'ESS, la qualité de ces emplois, leur évolution, les différents statuts juridiques qui à un moment portent les activités d'économie sociale sur les territoires. Et donc il est vrai que jusqu'à maintenant, notamment ces 4 dernières années, nous avons plutôt travaillé à consolider notre base statistique au niveau régional, et avec l'ambition aujourd'hui de la gouvernance de déployer les délégations départementales dans les différents territoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On s'est donné là aussi une ambition simple qui était à l'origine celle de la création de l'Observatoire régional, c'est de se dire si on veut que les équipes politiques dans les territoires ont besoin d'être outillées pour renforcer leur mission de représentation, et il faut qu'on puisse mettre à leur disposition des panoramas départementaux, comme il existe un panorama régional. Ça donnera de la force à leur plaidoyer, ça leur permettra de dire clairement aux autres forces économiques et aux autorités publiques du territoire combien les entreprises de l'ESS représentent dans le département des Hautes-Alpes. Moi, j'ai abouti à la mission, c'est que j'ai réussi à lancer le PowerPoint. Je pense que vous devez le voir sur vos écrans. Vous me confirmez dans l'audience? Vous voyez le panorama. Donc, du coup, je vais avancer les slides. Et David, je suis à ton service pour ta présentation. Alors, si tu veux bien, la première slide, juste avant de zoomer sur le département des Hautes-Alpes, quelques données régionales pour se mettre en comparaison. Comparaison n'est pas toujours raison, mais ça permet un peu de situer le poids de l'ESS du département des Hautes-Alpes dans le poids régional. Donc, première slide, vraiment deux chiffres à retenir. Le premier, c'est que l'ensemble des entreprises de l'ESS de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur salarient près de 163 000 salariés. Et ces 163 000 salariés, et c'est là le chiffre à retenir, représentent un peu plus de 13,4% de l'emploi privé du territoire régional. Vous voyez que ce seul chiffre, quand on rassemble l'ensemble des entreprises de l'ESS de notre région, on commence à affirmer le poids économique que peut représenter notre champ dans l'ensemble de l'économie régionale. Et le deuxième chiffre à retenir, ce sont nos près de 13 000 entreprises de l'ESS en région sud.
Par le passé, on parlait des établissements employeurs, c'est juste une petite précision méthodologique. On a choisi, dans ces nouveaux panoramas, de parler d'entreprise en tant que telle. Ça permet là aussi plus facilement des comparaisons avec d'autres statuts juridiques du privé. Et donc, vous avez la déclinaison de ces entreprises en taille. Donc, il y a 10 000, en région 10 800 TPE, donc ce sont des entreprises de 1 à 9 postes, un peu plus de 2000 PME, des entreprises de 10 à 249 postes, et 88 grandes entreprises, donc des entreprises qui ont plus de 150 salariés. Et dans l'ensemble de ces 12 911 entreprises de l'ESS en région, 80% ont leur siège social et donc sont implantées en proximité dans les territoires et salarient des emplois non délocalisables. Donc, si on zoome maintenant sur le département des Hautes-Alpes, donc vous avez l'occasion en fait de pouvoir prendre connaissance dans le détail de ces panoramas départementaux en cliquant le lien qui est proposé à la page. C'est sur ils sont accessibles sur la homepage, donc sur la page d'accueil du site de la crespaca.org. Vous les avez tout de suite en visuel dans un bandeau où il y a marqué panorama départementaux. Donc le chiffre clé à retenir dans le département des Hautes-Alpes, c'est celui en fait de la place qu'occupe l'emploi de l'ESS dans l'ensemble de l'emploi privé du département. Vous voyez que ce chiffre, avec 6 381 salariés, se situe à plus de 20% dans le territoire. Traduire ce chiffre-là en traduction, ça veut dire que dans les Hautes-Alpes, un emploi sur 5 des entreprises privées est porté par une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Vous voyez que c'est près du double alors pas le double, parce que c'est 14 au niveau régional, c'est beaucoup plus que la moyenne régionale, et ça dit toute l'importance qu'on doit accorder à l'économie sociale et solidaire dans ce département. Pour cette première slide, si vous le voulez bien, je ne retiendrai que ce chiffre. Il est suffisamment significatif pour souligner l'importance du champ de l'ESS dans le département, et il donne toute la force nécessaire aux représentants territoriaux pour à un moment prendre leur place dans le débat local sur les moyens, l'expression des besoins des entreprises de l'ESS. Slide suivante pour vous donner quelques données sur les chiffres, à la fois sur les formes d'entreprise et sur les principaux secteurs d'activité. Là aussi, si je n'avais qu'une chose à vous faire retenir, c'est quand vous regardez les principaux secteurs d'activité, et c'est une particularité de ce département, vous voyez que si vous additionnez les chiffres de l'action sociale et les chiffres de la santé, en fait, à eux deux, ces deux secteurs représentent dans ce département plus de la moitié des salariés de l'ESS qui travaillent dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ça montre à voir ô combien sur ces deux secteurs d'activité, l'ESS est en fait en position de leadership sur un moment les quasi-marchés de l'action sociale ou de la santé. Ça nous donne aussi des indications, certainement, dans la manière dont il faut organiser la représentation pour que ces acteurs soient présents dans le débat public, tant ils représentent pour l'ESS dans le département. Si vous voulez bien, on va continuer. Il y a peut-être une spécificité sur le traitement des associations. Alors oui, pardon. Effectivement, c'est des fois peu compréhensible. En fait, dans ce qui a été isolé dans le champ statistique de l'INSEE pour compter les associations, c'est non pas l'ensemble des associations qui sont déclarées sur un territoire, c'est le périmètre des associations dites employeuses. Et donc, quand vous voyez aujourd'hui une statistique apparaître dans le champ de l'économie sociale et solidaire sur les entreprises de l'ESS associatives, il s'agit en fait des associations employeuses du département des Hautes-Alpes. Pour vous donner un ordre d'idée, on dit à peu près que ces associations, c'est 20% de la totalité des associations présentes sur le territoire.
Et donc, on a ce défaut, je dirais, de ne pas compter dans notre champ statistique l'ensemble des autres associations qui pourtant délivrent elles aussi des activités d'utilité sociale forte et s'appuient essentiellement sur un engagement bénévole qui représente une part des richesses de ces organisations. Donc le chiffre que vous avez là de 5 521 entreprises associatives dans le département des Hautes-Alpes sont des associations employeuses. On risque d'assister à une modification de ces statistiques que nous présentons aujourd'hui, puisqu'il y a une réflexion qui est menée au niveau national avec ESS France et avec l'INSEE pour justement intégrer les associations qui n'étaient pas les associations employeuses dans le nombre des entreprises qui sont la réalité de l'économie sociale et solidaire. Et puis, il y a des débats également pour essayer de voir s'il faut intégrer les succursales de certaines grandes entreprises de l'économie sociale et solidaire dans ces statistiques. Et puis, il y a toute la question aussi, il y a des débats sur la question des syndicats, savoir si on les rentre dans le champ de l'économie sociale ou solidaire ou pas. Ce qu'on sait déjà, parce que ça a été tranché, c'est que les associations qui dépendaient ou qui relevaient d'une collectivité territoriale ou d'une collectivité locale, elles n'entreraient pas dans le champ des associations qui seraient reconnues du champ de l'économie sociale et solidaire. Merci de cette précision, Président. Je laisse David avancer sur sa présentation. Alors, slide suivante, sans rentrer dans les détails, là aussi peut-être des éléments d'explication de la motivation en fait à une présentation de ces chiffres dans notre panorama départemental. Il s'agit en fait du poids en nombre de salariés et de la part de l'ESS dans l'emploi privé, avec une entrée sur ce qu'on appelle les EPCI, donc soit la communauté d'agglomération, soit les communautés de communes du territoire, et vous les voyez apparaître par ordre décroissant dans la part de l'emploi ESS que représente sur ce territoire dans l'emploi total privé. Vous voyez par exemple que pour la communauté d'agglomération de Gap-Tallard-Durance, en fait, un emploi sur 4 du secteur privé est dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est là encore des éléments statistiques intéressants parce qu'ils donnent, je reviens sur ce que j'ai dit en introduction, souvent la représentation, c'est aussi une capacité à un moment à créer des rapports de force. Un rapport de force, ce n'est pas forcément une mise en tension négative, hein, c'est simplement un moment affirmé qu'on doit être écouté, au-delà d'une reconnaissance institutionnelle de qui nous sommes, parce que nous représentons à un moment des forces vives qui sont actrices sur le territoire. Et sur une communauté d'agglomération comme Gap-Tallard-Durance, vous rentrez en interlocution avec l'ensemble des acteurs au nom de l'ESS en pouvant affirmer que le champ représente un emploi sur 4 du territoire, et donc que l'expression du besoin des entreprises de l'ESS est à prendre en compte de manière très forte, parce qu'il va influencer le dynamisme économique, le dynamisme en emploi du territoire. Et l'autre raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, nous traitons statistiquement cette échelle territoriale, c'est qu'en fait, en France, les EPCI partagent des petits bouts de la compétence développement économique, et donc potentiellement, ce sont des partenaires pour appuyer à un moment des réponses aux besoins de développement des entreprises de l'ESS. Donc, ça nous semblait important de pouvoir outiller les représentants locaux de l'ESS sur ces quelques données intercommunales. Et enfin, pour finir, je n'irai pas dans le détail, mais c'est juste une dernière slide sur la tendance en emploi. Vous voyez que c'est assez variable pour le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est la création nette ou la perte d'emploi sur les presque 10 dernières années. Ça démarre en 2011. Je veux juste commenter l'actualité de la pandémie. On a commencé à faire des travaux conjoncturels en comparant les trimestres de l'année 2019 avec les trimestres de l'année 2020, les deuxièmes trimestres. Donc, on a comparé en fait la première période de confinement en 2020, le deuxième trimestre,
avec l'année 2019, et non pas sur votre département, mais pour l'instant en moyenne régionale. Et on est en train de faire l'investigation au niveau départemental pour pouvoir, là aussi, mettre à disposition ces chiffres aux représentants territoriaux. Il y aurait une perte d'emploi dans le champ de l'ESS de près de 3%. Et là aussi, ce premier chiffre conjoncturel sur la situation de pandémie donne à voir et permet aussi de souligner si oui, nos entreprises souvent savent être résilientes dans la période, parce que notamment elles ont des arbitrages de gestion qui ne vont par exemple pas directement sur les effectifs salariés au profit d'un actionnariat. Nos entreprises sont énormément impactées par la situation de pandémie. Ça commence à se traduire de manière très forte dans l'emploi et les effectifs de nos entreprises. Et donc, c'est une donnée conjoncturelle qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention et qu'on va très vite mettre à disposition des représentants départementaux, notamment en faisant la même comparaison pour le deuxième confinement, donc en comparant le dernier trimestre de l'année 2020 avec le dernier trimestre de l'année 2019. Merci David pour cette présentation qui est vraiment un nouvel outil et tout à fait nécessaire pour donner les moyens aux entreprises de se situer dans leur activité, dans le département, donner les moyens aux organisations représentatives ou engagées sur les questions de l'ESS sur le territoire de pouvoir faire leur plaidoyer, mais aussi un moyen pour la CRES de pouvoir prendre en considération les spécificités de l'ESS sur chaque territoire, de manière à pouvoir nous aussi adapter nos outils, nos propositions en concertation avec les acteurs locaux. Et donc, du coup, de cette analyse plus fine, on va pouvoir faire un travail plus adapté, plus efficace. Du coup, je me permets de jeter un coup d'œil sur le fil de discussion pour savoir si vous avez des questions. Yves Gimbert pose une première question. Nos statistiques ont pour référence 2015. Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Alors en fait, c'est un mixte de ce qu'on appelle de la statistique dure et de statistique conjoncturelle. Donc effectivement, une partie des données date de 2015, notamment les données CLAP qui font référence au nombre d'établissements. Les tendances sur l'emploi sont, elles, des données 2019 dans le cadre d'un partenariat avec l'URSSAF. En fait, mais juste, je profite... la question est importante. La statistique française, en fait, qui est essentiellement portée par l'INSEE, souffre de ce défaut. C'est que pour la fiabiliser, en fait, les données statistiques disponibles sont en fait souvent très anciennes. Nous avons, je dirais, l'honnêteté chaque fois de le préciser sur nos documents. Ce n'est pas tout le temps le cas quand vous lisez de la statistique. Mais voilà, les données INSEE exploitables datent souvent de plusieurs années. Donc après, on panache avec notamment les données URSSAF pour avoir des données plus conjoncturelles. Alors, je remercie Yves pour sa question très concrète et j'espère que la réponse est satisfaisante. Et du coup, ça me permet de demander aux autres participants si vous avez des questions ou des remarques à faire sur le panorama qui vous est proposé, dont je rappelle encore une fois qu'il est à votre disposition sur le site de la CRES en téléchargement libre et nous vous invitons à le diffuser, bien évidemment. Jean-Claude, tu as utilisé l'outil « Je lève la main », ce qui veut dire que tu es un initié du Zoom, donc je te donne la parole. Merci à toutes et à tous. Je voulais en direct souhaiter la bienvenue de la CRES dans nos locaux de l'UDES. J'étais présent ce matin pour accueillir l'équipe de l'UDES l'équipe de la CRES avec qui on a bien échangé. Je voudrais faire deux remarques sur la représentativité, la représentation, le poids de l'ESS. Ce poids n'est plus à démontrer dans le département. On en est complètement convaincu, mais malheureusement, ce poids n'est pas toujours pris
à sa juste valeur. Je cite un exemple qui est très récent. Nous avons reçu la semaine dernière, non, en début de semaine plutôt, deux ministres en préfecture des Hautes-Alpes et j'ai été très heureux pour une fois d'avoir été invité à cette rencontre et je pense avoir alimenté un certain nombre de débats et de dossiers. Mais quelques jours avant, vous savez, suite à l'intervention du Premier ministre sur la fermeture des remontées mécaniques pour les vacances de février, spontanément, et c'est très bien, le département, l'agence de développement économique, tous les acteurs, les chambres consulaires ont décidé de créer une cellule de crise. Malheureusement, on n'a pas été associé à cette cellule de crise et c'est vraiment regrettable. Et d'autant que suite à cette cellule de crise, il y a un observatoire qui a été créé. Et donc, je me suis permis d'interpeller le président de la CCI lundi dernier en préfecture. Et suite à ça, eh bien, on a été, semble-t-il, été intégré à cette cellule de crise et à cet observatoire. Simplement, cet exemple démontre que c'est jamais gagné. Ce que je disais à Sam ce matin, c'est qu'on a l'impression que le combat est gagné, qu'enfin on est reconnu comme de véritables acteurs économiques, mais malheureusement, c'est toujours à remettre sur la table. Et ça, c'est un peu pénible, je dois dire, parce que ça devrait être maintenant automatique. On devrait, d'une façon automatique, être considérés comme des acteurs économiques à temps plein, à part entière, quoi. C'est plus possible d'être obligé chaque fois d'argumenter. Deuxième chose que je voulais dire, c'est une chose qui a été soulevée par le directeur de la CRES, et je l'en remercie parce que ça me paraît essentiel, c'est le rôle des EPCI dans les années à venir. Aujourd'hui, les EPCI, suite à la loi NOTRe, ont une partie des compétences économiques. Ils se partagent avec la région ces compétences économiques. Et donc, nous avons organisé une première réunion, malheureusement en visioconférence suite à la crise, et je pense qu'il faudra qu'on continue ce travail avec les EPCI. On a fait une première réunion dans laquelle on a pu réunir un certain nombre d'élus, d'EPCI, de communes, et on a fait ça en collaboration avec le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, ce qu'on appelle le RTES. On l'a fait aussi avec l'Association des maires de France et l'Agence de développement économique et touristique. Moi, je pense que c'est essentiel que dans les années à venir, on continue ce travail en direction des EPCI, parce que nos acteurs de l'ESS ont vraiment toute leur place au sein des programmes, et notamment je pense aux projets territoriaux qui sont en train de développement territoriaux, qui sont en train d'être votés dans les EPCI. Je pense que les acteurs de l'ESS ont tout à fait leur place et qu'il faudra bien sûr continuer ce travail de lobbying pour être reconnu et connu par les EPCI. Merci de ton intervention, Jean-Claude, et on en partage évidemment les intentions, les directions. Je crois d'ailleurs qu'à cet effet, sans maîtriser tout son agenda, le président de la CRES va rencontrer très prochainement le préfet de région et qu'il va remettre encore une fois le couvert sur la question de la prise en compte de certains sujets sur l'ensemble des territoires départementaux. Mais du coup, je vais lui passer la parole, notamment sur une question qui a été posée par Lola sur la perte d'emploi à l'échelle de la région Sud. Avez-vous des données sur l'impact de la crise sanitaire par secteur, santé, restauration, etc. Oui, alors sur cette question, au niveau national, on sait que dans l'économie sociale et solidaire, on a perdu depuis le début de la crise 600 000 emplois. Les secteurs qui sont touchés, je le disais tout à l'heure, sont principalement dans le secteur associatif, les champs qui relèvent du tourisme social. On sait que les structures sont fermées ou si elles tournent vraiment à quantité d'accueil très, très réduite. On a le secteur du culturel, les associations culturelles qui, elles, sont à l'arrêt. Et puis, on a également dans le secteur associatif le sport amateur, puisque forcément, les gens ne reprennent pas leur licence dans les clubs sportifs. Donc, ça entraîne des difficultés. On a aussi, dans le secteur associatif, le secteur de l'insertion et de la formation qui est touché. Donc, on est en train, et David, le directeur, était en train de le rappeler, on est en train d'affiner exactement les chiffres pour savoir, depuis le début de la crise, secteur par secteur,
combien d'emplois on a perdu. Mais je voudrais dire, au-delà des emplois, il y a aussi tous les acteurs qui interviennent dans le champ du social, en proximité. Ces secteurs étant touchés, ça entraîne également des difficultés pour les publics qui étaient concernés. Donc, on va accroître également la précarité de certaines personnes dans certains territoires, dans certains quartiers. Tout ça également, c'est à prendre en compte. On est tous, je pense, convaincus qu'on est face à une crise sociale qui sera d'envergure, et il faut faire en sorte que nous puissions résister le plus fortement possible. Je pense qu'il faut qu'on soit attentif à ça et qu'on soit organisé pour pouvoir apporter au maximum les meilleures réponses. Merci Denis de cette précision. Alors, du coup, je vais prendre encore une nouvelle question d'Yves sur les tendances de l'emploi et les indicateurs ou les graphiques à présenter. Et ensuite, je vous inviterai à passer à la seconde partie de notre plateau télé autour du plan de relance. David, une réponse à apporter à Yves ? Oui, juste un élément complémentaire par rapport à la question précédente. Pour ceux qui veulent aller vraiment un peu plus au fond de la présentation de la répercussion de la crise par entrée sectorielle, il y a un tableau assez pratique et d'ailleurs assez malin qui a été fait par l'ensemble des CRES et que vous pouvez trouver sur le site de ESS France. Vous allez dans la rubrique Observatoire et vous avez en fait un récapitulatif de toutes les études sectorielles ou par statut juridique qui ont été réalisées en France par les organisations intermédiaires, soit les fédérations, les têtes de réseau ou les unions. Ça vous permet d'aller un peu plus loin sur le sujet. Et oui, effectivement, il va y avoir un autre graphique à présenter dans les prochains mois. On est en train d'éditer un baromètre dit conjoncturel. Il le sera plutôt dans le calendrier du mois avril, pour permettre cette comparaison complémentaire que je vous ai évoquée tout à l'heure entre, on va dire, une partie du premier semestre 2020 et une partie du deuxième semestre de l'année 2020. Mais donc, on présentera un baromètre conjoncturel et il sera naturellement aussi mis à votre disposition pour que vous puissiez donner à voir effectivement les répercussions pour les entreprises de l'ESS en matière d'emploi de la crise. Merci pour ces précisions, David. Alors, du coup, j'en profite pour demander aux permanents de la CRES qui sont connectés, qui suivent notre plateau, si vous aviez la possibilité de mettre dans la fenêtre de discussion les liens directs des informations qui sont données par David, ça facilitera l'accès à nos participants. Merci à vous et merci d'être présents avec nous. Du coup, autre partie importante, alors un élément de précision quand même par rapport à ce panorama. C'est sûr que ce sont les premiers panoramas départementaux que nous éditons et qu'ils vont s'enrichir dans le temps, mais on n'est clairement pas dans une dynamique one-shot avec un panorama qui sort et le prochain on ne saura pas. On a vraiment la volonté d'inscrire le panorama au même titre que celui édité à l'échelle régionale comme un outil régulier fourni aux acteurs dans chaque département pour pouvoir travailler les questions de l'ESS sur les territoires. Et ça, c'est un engagement clair de la CRES. Merci, on pourra continuer à échanger sur ce sujet-là. Et on laissera, je pense, on a fait quelques impressions, on pourra laisser quelques lots en version papier pour ceux qui sont encore attachés à cette dimension-là, des panoramas dans les différents départements. Nous allons passer maintenant à la seconde partie de notre plateau télé sur un élément qui a été entendu par tous, mais dont nous ne cernons pas tous les contours et la diversité des actions proposées. C'est la question du plan de relance qui a été annoncé à grand renfort de médias. Le plan de relance comporte beaucoup de mesures souvent complémentaires, parfois redondantes aussi, mais on veut dire en ce moment, on a besoin en tout cas de soutien et de différents ordres. Et du coup, la proposition que nous vous faisons sur cette seconde séquence, c'est de passer en revue les différents éléments de ce plan de relance
avec un focus sur la dimension ESS de ce plan de relance, puisqu'il y a bien un volet ESS qui a été défini, et aussi une clarification des soutiens sectoriels qui sont apportés pour les secteurs les plus en difficulté. Et enfin, quelque chose qui nous remonte très régulièrement de la part des entreprises, de la part des adhérents, c'est le fait que les soutiens sont nécessaires, mais qu'avant tout, vous recherchez de l'activité et des opportunités. Et donc, on fera aussi un point sur les appels à projets qui sont dans les starting blocks et qui permettront d'apporter quelques éléments de réponse à cette dimension-là. Pour ce faire, nous avons la participation active de la directe à l'échelle régionale, mais en coordination avec les directs territoriales et le soutien des préfectures. Et c'est Sabira Perrault qui est notre interlocutrice pour travailler cette présentation. Du coup, Sabira, est-ce que vous voulez bien ouvrir votre micro le temps que je charge la présentation et qu'on puisse effectivement partager la présentation et la présenter à deux voix. Je vous laisse vous présenter, Sabira. Merci bien. Bonjour à tous les participants. Avant de vous présenter le plan de relance, je dirais pas l'ensemble du plan de relance, mais une synthèse parce qu'il est assez lourd. Je souhaiterais quand même vous donner le relais territorial représenté aujourd'hui par le directeur de l'unité départementale des 05, en la personne de Géraldine Daniel, que je vais laisser se présenter, et surtout vous dire que c'est cet échelon qui est le plus opérationnel à proximité en tout cas de vos demandes. Donc je laisse Madame Daniel se présenter et peut-être dire un mot sur le plan de relance. Bienvenue, Merci. Madame Daniel. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Bonjour, Président. Je suis ravie de vous retrouver dans, je dirais, une autre vie professionnelle, en tout cas en ce qui me concerne. Alors, je vous remercie pour le panorama qui a été effectué par la CRES. C'est toujours très intéressant d'avoir ces données sectorielles pour la directe et de savoir qu'on peut s'appuyer sur le réseau CRES pour présenter ces éléments et les mettre en valeur. Géraldine, je dirais pour la CRES qu'on est vraiment très, très heureux de vous retrouver et je suis très heureux de vous voir à l'écran. Merci, Président. Alors, ce que je voulais vous dire sur le plan de relance, ce que vous savez, c'est 100 milliards sur 2 ans, sur 3 axes, compétitivité, cohésion et environnement. Ça, c'est la synthèse. Sabira vous détaillera les mesures qui concernent plus spécifiquement l'ESS. Mais moi, ce que je tenais à transmettre comme message, c'est que nous sommes les unités départementales, sommes vraiment les relais pour remonter vos projets vers le niveau régional et vers le niveau national. Donc, il faut vraiment orienter les entreprises vers nos services. À ce propos, l'unité départementale a recruté un nouvel agent sur les mutations économiques qui sera en charge du déploiement du plan de relance et qui devrait arriver au 1er mars, donc le temps que cette nouvelle personne se forme. Mais en tout cas, pour nous, c'est une priorité. Dans ce plan de relance, vous avez des mesures qui concernent les aides aux entreprises, mais derrière ce plan de relance, il y a également tout le plan jeune, donc l'accompagnement de l'emploi des jeunes et les mesures emploi. Donc ça, c'est aussi également pour nous le gros pavé. Quand on parle du plan Un jeune, une solution, eh bien, c'est une des mesures qui compose le plan de relance. Sabira, je te rends la parole pour une présentation plus précise sur l'économie sociale et solidaire. Merci Géraldine, merci bien. Je vais commencer cette présentation, encore une fois, qui ne sera pas exhaustive, parce qu'on n'aura pas le temps de décliner toutes les mesures, par un communiqué de presse du secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, Madame Olivia Grégoire, qui, le 2 novembre 2020, je la cite, « Personne ne doit être laissé de côté pendant la crise.
les structures de l'économie sociale et solidaire doivent faire l'objet d'une attention toute particulière, car leur finalité sociale en fait une réponse immédiate à la crise. Je vais m'arrêter là pour, en tout cas, dire que le secteur de l'économie sociale et solidaire en région PACA a été fortement mobilisé pendant la première période du confinement et pendant la seconde pour apporter toute une chaîne de solidarité et je tiens, moi, au nom de la directe, en tous les cas, à remercier fortement ce secteur qui a été fortement mobilisé. Sabira, juste pour Pardon. qu'on soit en interaction sur la présentation et pour pas que vous soyez surprise, j'ai repris le PowerPoint qu'on a partagé hier ensemble et je l'ai un petit peu synthétisé pour le rendre plus lisible par les entreprises connectées. Donc, ne soyez pas surprises, mais ça respecte tout à fait la structure de ce que vous avez présenté hier en plus synthétique. Donc, on va aborder dans un premier temps les mesures qui sont valables pour l'ensemble des entreprises, puis celles qui sont spécifiques au secteur de l'ESS en général, puis les mesures sectorielles, pour enfin terminer sur les points de contact et les sites de synthèse sur lesquels vous pouvez retrouver toutes les informations. Bien, je vous remercie, je ne vois pas le document. Oui, merci. Ah, est-ce qu'il est partagé sur l'écran? Ma référence est toujours Il est partagé. Attendez, normalement, pour moi, l'écran est partagé. Est-ce que c'est le cas pour les participants? Bien. Alors, du coup, il est bien à l'écran, hein, le PowerPoint. Bien, je vous remercie. Je l'ai. Donc, effectivement, les mesures que je vais citer en premier lieu, ce sont les mesures du plan de relance qui concernent toutes les entreprises, qu'elles soient du secteur conventionnel que ceux du secteur de l'économie sociale et solidaire. La première mesure, c'est le fonds de solidarité. Sabira, excusez-moi, mais on a encore un petit problème de son comme hier. Est-ce que vous pouvez… voilà. D'accord. Parfait. Donc, le fonds de solidarité pour les structures de moins de 50 salariés exerçant une activité économique, hein, c'est entre 1 500 et 10 000 euros. Alors, 1 500 euros, pardon, et 10 000 euros. Le prêt garanti par l'État direct, les prêts directs, l'exonération des cotisations sociales, la prise en charge des loyers. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je détaillerai. Mais je pense que ce qui m'est demandé, c'est… Là, l'idée, c'est de faire un petit panorama de manière à pouvoir avoir un temps d'échange qui nous a manqué hier. Hein, donc, c'est on va dire, un plateau télé apprenant et on essaye chaque jour de se bonifier un petit peu plus. Bien. Bien sûr, comme tout le monde l'entend, l'activité partielle, là, toutes les structures de l'économie sociale et solidaire sont éligibles à l'activité partielle, et surtout celles qui sont fermées, la prise en charge est de 100%. Enfin, la mobilisation de Bpifrance pour le soutien à la trésorerie, la garantie des prêts, les prêts sans garantie et les prêts rebonds qui vont de 10 000 à 300 000 euros pour une durée de 7 ans. L'esprit général… Je ne sais pas si je suis dans le format que vous souhaitez, monsieur Sam. C'est très bien, Sabira. En fait, l'essentiel, c'est que nos membres comprennent bien l'esprit des mesures. Bien sûr. Et moi, tel que je le comprends, puisque je dirige aussi une association au-delà de mon mandat à la CRES, c'est que la pensée générale de ce plan, c'est de répondre à différentes problématiques que rencontre l'entreprise au travers de cette crise, que ce soit des problématiques de trésorerie, de structure de fonds propres, de loyers à payer quand c'est le cas, d'emploi et d'activités partielles. Et donc, chaque brique de ce plan a une logique par rapport à une problématique concrète de l'entreprise. C'est bien ça l'esprit. C'est absolument ça. Et donc, pour le secteur, pour les mesures en direction du secteur de l'économie sociale et solidaire, hein, donc c'est la slide qui vient après, on est bien sur 3 axes importants. Le soutien de la trésorerie pour maintenir les emplois et l'activité, le soutien aux fonds propres pour justement que les entreprises puissent continuer à se développer et un fonds
spécifiquement pour le maintien et la cible des ressources humaines. Pour la mobilisation de la trésorerie, nous avons 45 millions d'euros consacrés à l'aide via France Active. Pour relancer les grands projets, ça implique des fonds propres. C'est 40 millions d'euros ciblés et qui est mobilisable via la Banque des Territoires. Enfin, pour le développement de l'activité et le maintien des ressources humaines, nous avons 15 millions d'euros affectés au financement, la création de 2000 postes d'ici 2022, le FONGEP, avec une aide équivalente à 7 164 euros par an pendant 3 ans. Donc ça, c'est une aide qui est bien connue des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Oui, absolument. On a pourtant connu une baisse, mais là, je pense qu'avec le plan de relance, ça sera renforcé. Enfin, le soutien maintien de développement des associations avec des plans de soutien régionaux et des soutiens régionaux. Vous avez le lien pour pouvoir aller sur ma région sud et identifier différentes aides qui sont là de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et enfin, la mise en place d'un nouveau dispositif depuis le 22 janvier qui s'appelle le dispositif Urgence ESS et qui s'adresse aux structures des associatifs de moins de 10 salariés et avec une aide allant de 5 000 à 8 000 euros. Et qui est bien sûr activé par l'opérateur national qui est France Active. Alors là, c'est effectivement un Géraldine, panorama peut-être. de mesures. Géraldine, je vous laisse volontiers compléter ou commenter cette photographie. Alors, je m'en excuse par avance. Notre enjeu aujourd'hui était plutôt d'être synthétique et de passer en revue les grandes lignes des mesures qui nécessitent évidemment chacune d'être précisées dans leur modalité applicative. Bien. Non, mais j'avais rien à rajouter. Sabira, s'il faut aller vite, présentons les mesures. Mais voilà, le message que je martellerai, c'est ne pas hésiter à contacter les unités départementales pour tout besoin d'informations complémentaires et pour, je dirais, aller chercher des dispositifs qui seraient plus adaptés aux situations individuelles de chaque entreprise ou de chaque association haute-alpine. Justement, je voulais terminer par vous dire que pour les appels à projets, il serait vraiment intéressant que les structures se rapprochent des unités départementales pour avoir l'aide pour le montage du projet et puis surtout qu'il soit des réponses à proximité des territoires. Je vous rassure, Sabira, j'ai encore des slides. Je n'ai pas tout coupé, j'ai juste synthétisé. Donc, il y a encore la suite qui arrive derrière. Mais je laisse mon président faire un petit commentaire. Oui, je voudrais réagir. D'abord, on peut se féliciter qu'avant cette crise, l'économie sociale et solidaire ait été rattachée à Bercy. On voit quand même qu'avec la crise, c'était quand même important. Et je pense que l'ESS a sa place. C'est bien à Bercy que l'ESS a sa place. Se féliciter également des bonnes relations qu'on a avec l'État. Sabira le sait, les bonnes relations que la CRES entretient, bien évidemment, avec la Directe, mais avec tous les services de l'État au plan régional. Tu le citais, tu le rappelais, je verrai demain le président de région. Nous avons un entretien qui est prévu demain à 11h30. C'est important qu'on ait pu avoir, nous, la Chambre, cette relation directe, facilitée avec les services de l'État, et nous avons des relations qui sont excellentes. Et puis, je vois à l'écran afficher le fonds Essor. Là, c'est pareil. C'est une proposition qu'a fait la Banque des Territoires. Elle a sollicité la CRES pour voir si la CRES pouvait ouvrir également des acteurs qui viennent abonder ce fonds. La Caisse d'épargne a répondu présente. La France Active est l'opérateur. La région est partie prenante. Il était important qu'on ait réussi également à mettre en place ce fonds. Parfois, ce qui est plus compliqué, c'est qu'effectivement, il existe des dispositifs qui sont spécifiques aux acteurs. Il ne faut pas hésiter, Géraldine l'a rappelé, à solliciter les services de l'État pour se faire accompagner, pour se faire expliquer les mesures. Et puis, dois-je le rappeler, la CRES également est là pour ça, pour accompagner les associations, pour accompagner toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire s'il y a des difficultés de compréhension des mesures, pour voir si elles sont adaptées et pour les aider dans les demandes qu'elles seraient susceptibles de faire.
il y a d'un côté une aide technique de clarification, de montage, etc. Mais je crois me rappeler que le préfet de région, le préfet du Vaucluse hier précisait très clairement que devant la multitude des demandes et des projets qui allaient être déposés, notamment dans le cadre des appels à projets, il ne fallait pas hésiter à faire du plaidoyer et à défendre nos dossiers en les faisant remonter directement aux interlocuteurs, notamment au sous-préfet à la relance, de manière à ce que le travail de plaidoyer, pour ne pas dire de lobbying, soit fait pour les projets de nos territoires qui méritent d'être défendus et accompagnés. Et c'est là aussi à la fois le rôle des instances dans le département, mais aussi le rôle de la CRES. Si on fait un focus aussi sur le fonds urgence ESS, c'est aussi le fruit d'un gros plaidoyer pour les associations, parce que vous faisiez un focus sur les besoins des associations. Tout le monde souffre. Il faut se le dire très simplement, et on ne va pas uniquement travailler sur des échelles, mais on a une attention particulière pour le monde associatif, et donc on a fait un plaidoyer spécifique pour qu'il y ait une dotation bien plus importante que les fonds qui ont été dégagés l'année dernière pour accompagner plus d'associations face à la durée de la crise et au renforcement des difficultés qui vont être présentées. Et on peut se féliciter du fonds urgence ESS qui a été présenté la semaine dernière par Olivia Grégoire. On va passer maintenant aux mesures sectorielles. Donc, du coup, vous aviez pointé, Président, plusieurs secteurs qui étaient en difficulté et qui bénéficient donc de mesures spécifiques. Je vous repasse la parole, Sabira. Je vous remercie. Effectivement, sur le plan sectoriel, il y a un grand effort qui est fait sur le plan d'urgence et qui vise les structures d'insertion par l'activité économique. Le gouvernement mobilise 300 millions pour soutenir près de 5000 SIAE et bien sûr des entreprises adaptées et un soutien via le plan France Relance, plus de 200 millions d'euros de financement supplémentaire pour l'activité vers l'insertion économique pour permettre le recrutement de 35 000 jeunes d'ici 2022. Ensuite, on a le secteur que je connais bien puisque je suis issu de celui-là, de la culture et de l'art. Alors effectivement, nous avons plusieurs secteurs qui sont fortement soutenus parce que fortement aussi impactés par la crise. Le secteur de la culture, qui sert, le ministère de la Culture prévoit des dispositifs d'aide spécifiques, sachant que tous les autres dispositifs qui sont l'activité partielle, le loyer, le prêt, la garantie, tout ça s'applique. Et vous avez un lien qui détaille tous les dispositifs. Le secteur du sport, qui est fortement soutenu et qui a eu un impact important avec 100 millions d'euros à la prise de licence sous forme d'un passeport. Et dès 2021, il a été lancé début janvier. L'État investira aussi 15 millions supplémentaires en 2021 sur le fonds d'urgence positionné à l'Agence nationale du sport. Et à ma connaissance, nous avons été destinataires de la circulaire pour mettre en place la conférence régionale du sport, bien sûr présidée par monsieur le préfet de région. En complément, une partie de crédit de l'Agence nationale qui sera aussi fléchée pour compenser ou amortir les pertes des fédérations sportives en termes de licences, puisque beaucoup de clubs sportifs ont perdu des licenciés, d'une part, et puis ils n'ont pas travaillé depuis pratiquement 9 mois. Enfin, 5000 postes de service civique seraient fléchés vers le sport. D'ici 2022, des emplois qui seraient créés dans le CROSS pour accompagner les petits clubs à saisir des aides disponibles. Et là, ce sera vraiment des aides d'opportunité des petits clubs à aller peut-être répondre à des appels à projets, mais aussi mobiliser des aides qui ne sont pas naturellement mobilisées par les petits clubs.
et une mesure pour le sport professionnel avec des compensations de billetterie pour les clubs et les fédérations à hauteur de 110 millions d'euros. On passe au secteur du tourisme qui lui aussi est très largement impacté. Alors, le secteur du tourisme fortement impacté, mais aussi fortement soutenu par l'État. Et j'ai envie de dire, le reste est à venir. Nous avons beaucoup d'annonces dans ce secteur et l'aide de l'État sera effective tout au long de l'année 2021 et nous verrons de nouvelles mesures aussi apparaître. En tous les cas, depuis décembre 2020, nous avons connu un élargissement de la liste des entreprises bénéficiaires du plan tourisme, la prolongation de la prise en charge de 100% de l'activité partielle, le renforcement du fonds de solidarité avec une ouverture à nouveaux bénéficiaires, une aide augmentée, exonération du charge sociale, bien sûr, le prêt garanti par l'État depuis le 5 août. Et lancement de la deuxième vague de la plateforme pour l'emploi, dont le lien est sur le document. Enfin, la poursuite du programme des colos apprenants. C'est un lancement d'une mission destinée à aider les filières thermalisme. Alors, sur notre région, on est impacté. Peut-être que la CRES pourrait nous dire à quel point on est impacté. Je n'ai pas pu avoir une visibilité sur ce secteur dans notre région. Voilà. David est en train de travailler activement dessus. Il vous donne les chiffres à la fin de la réunion. Oui, merci. Merci beaucoup. J'ai fait un petit raccourci, je souhaite le préciser. Donc, les colos apprenantes, pour ceux qui travaillent dans le tourisme social, savent que c'est un dispositif en lien aussi avec l'éducation nationale et les séjours de vacances pour enfants, qui est un sujet distinct de la filière thermalisme. Et je me permets de m'excuser parce que du coup, j'ai fait un petit raccourci, mais la dernière ligne sur le fond du tourisme durable, il y avait une explication beaucoup plus claire, mais c'est la volonté de se saisir de la crise pour accompagner de manière plus claire les entreprises du tourisme à la transition écologique et énergétique dans le cadre de rénovation de bâtiments. Et là, il y a tout un ensemble de mesures qui sont désormais proposées. En synthèse, peut-être, avant de prendre les questions, rappeler que face à la multiplicité de ces mesures, et on se félicite qu'elles soient nombreuses et complémentaires, il y a eu quand même une volonté de clarifier les portes d'entrée et les endroits où on pouvait trouver de l'information. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, même si on a bien compris que la délégation départementale était centrale de la directe, quelles sont ces portes d'entrée? Alors, vous avez un numéro vert, hein, c'est un numéro dans le cadre du plan d'urgence et qui est intéressant. Vous avez aussi un lien en direction du cabinet de finances, mais surtout, ce que j'ai trouvé, mais parce que je l'ai expérimenté, c'est la mise en place d'une plateforme interactive pour identifier toutes les aides. Et sur cette plateforme, quand on y va, et je vous invite à le faire, c'est que c'est un mini diagnostic de départ qui va évaluer, en fait, il va vous aider à évaluer les premières aides mobilisables. Est-ce que c'est une aide pour la trésorerie? Est-ce que c'est pour le développement? Est-ce que c'est une aide d'urgence pour payer un loyer, etc. Je vous invite vraiment à aller sur la plateforme parce que elle aide elle débriefe en fait au travers d'un diagnostic, une série de questions et il y a des propositions d'aide qui s'affichent. Ça peut être aussi une aide d'urgence qui peut être mobilisable. Enfin, sur le lien que vous avez des banques des territoires, vous avez l'ensemble des appels à projets à destination aussi des assistants projets, plan ESS, tous les appels à projets qui ont été lancés depuis septembre 2020 et qui se feront tout au long de l'année 2021. Et j'invite toutes les structures à consulter ces appels à projets qui sont pour beaucoup une vraie opportunité pour répondre aux besoins de territoire, mais aussi consolider les modèles économiques de nos structures de l'économie sociale et solidaire sur le territoire de la région PACA.
Merci beaucoup, Sabira, pour cette présentation et cet autre panorama. Hein. C'est un panorama qui fait concurrence à celui de David sur la question des mesures. On a essayé d'être synthétique et évidemment pas exhaustif. Pas exhaustif dans les contenus, mais également pas exhaustif dans les mesures, puisque les mesures, vous nous l'aviez clairement rappelé, sont amenées à s'enrichir et à évoluer au fil du temps. Donc là aussi, il faut être attentif et avoir le réflexe de consulter les plateformes dédiées et peut-être être connecté à la fois au site de la CRES et à la fois au site de l'UDES 05, qui tentera de synthétiser les mesures qui seront utiles à vos activités. Je vais fermer cette présentation, si vous le voulez bien, pour laisser la place aux questions et aux interrogations, aux échanges, aux remarques. Peut-être que une question que je souhaiterais poser, puisque Sabira, vous le savez, j'ai animé récemment un webinaire pour le secteur de la culture et je rencontre beaucoup d'entreprises dans le cadre de mes fonctions. Une des remarques qui revient sur le plan de relance, au-delà de sa dimension ESS, sectorielle, généraliste, etc., c'est que les acteurs me disent qu'ils ont du mal à se retrouver entre les mesures qui existaient déjà, celles qui ont été renforcées et celles qui sont totalement nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces acteurs-là ? On va répondre à deux fois avec Géraldine Daniel, mais effectivement, comme par exemple l'activité partielle, c'est une mesure qui existait parce que nous avons, enfin, dans la vie économique, il y a toujours une entreprise qui, à un moment donné, a des problématiques de commande ou de marché, et cette mesure existait avant la crise Covid. Sur d'autres fonds qui existaient, qui étaient le soutien à la trésorerie, c'est vrai que ce sont des fonds qui existaient avant la crise, hein, France Active, la Banque des Territoires, etc., activés pour venir soutenir les modèles économiques et la trésorerie des structures. Ce qu'on voit dans le plan de relance, c'est qu'ils ont été renforcés. Après, nous avons des mesures qui sont complètement le prêt garanti par l'État, c'est nouveau. En tout cas, il y avait les prêts de solidarité ou la garantie bancaire qui était fléchée pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui n'était pas forcément ouvert aux autres structures conventionnelles. Et à l'occasion de la crise, ce sont des mesures qui ont été renforcées. On a mis en place des mesures d'urgence comme le loyer, etc. Mais on a aussi appris de notre expérience antérieure, comme l'activité partielle qui existait depuis des années et qu'on a généralisé. Je parle sous le contrôle de Géraldine Daniel, qui connaît très bien le sujet. Mais effectivement, il y a des mesures qui existaient avant et il y a des mesures qui ont été mises en place à l'occasion pour répondre en tous les cas à la crise sanitaire. Si, Sabira, oui, je pense que tu as très bien résumé. En fait, l'entreprise, l'entreprise ou l'association, en tout cas le bénéficiaire, ne doit pas se demander si il mobilise une mesure du plan de relance ou pas. Là, l'objectif, c'est d'offrir un panel de mesures qui vient à la fois amortir les effets de la crise sanitaire sur le monde économique, mais également impulser une nouvelle dynamique et me vient à l'esprit une mesure qui ne concerne pas directement la directe, mais par exemple la rénovation énergétique des bâtiments, qu'ils soient publics, privés ou d'entreprises, donc privés particuliers, mais également privés d'entreprises. C'est bien une mesure qui vise à impulser une nouvelle dynamique et à permettre progressivement à nos territoires d'avancer dans cette démarche d'économie d'énergie, de protection de l'environnement. Et donc, ce plan de relance, c'est vraiment, je dirais, un mix à la fois de mesures de soutien de l'économie, mais surtout
un objectif de retrouver une situation de croissance de l'économie telle que ça pouvait être le cas avant la crise sanitaire et en passant, en modernisant le pays à la fois en termes d'innovation mais en termes énergétiques. Donc, c'est vraiment, je dirais, une boîte à outils à disposition. Merci beaucoup Géraldine pour ces compléments. Une question à notre président, et je vous invite pendant ce temps aussi à alimenter la fenêtre de discussion de vos questions-remarques ou faire comme Jean-Claude, lever la main avec le petit outil que vous avez dans le menu pour la prise de parole. Une question à notre président qui est volontairement un petit peu provocatrice. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'ingrat dans le rôle d'une chambre ou plus généralement d'une organisation représentative de ne pas forcément mettre en lumière le rôle qu'ont joué ces acteurs de la représentation ou de la remontée d'infos, en gros, dans les mesures qui sont prises? Parce que là, on a un panorama de mesures, mais il y a eu beaucoup de discussions, de coulisses, beaucoup de remontées auprès des élus, auprès des services techniques pour faire remonter les besoins. Et par exemple, si je prends uniquement le cas de la CRES, le seul dispositif dont on voit que l'affichage est clairement CRES, c'est le fonds Essor. Pourtant, vous êtes intervenu à plein d'autres endroits. Comment on peut rendre ça visible pour les acteurs qui nous demandent qu'est-ce que fait la CRES au final pour les entreprises? Immédiatement au début de la crise, il faut le dire, on a été l'interlocuteur direct de l'État. Et l'État a été très attentif à ce que la Chambre faisait remonter au niveau régional. Et on a eu la chance que la région soit attentive également. Et c'est le rôle de la CRES. Après, est-ce qu'on est obligé forcément d'en faire une grande publicité? Je pense qu'aujourd'hui, la CRES, elle est reconnue, tout au moins je peux parler pour ce que je connais au niveau régional, elle est reconnue comme l'acteur représentatif des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'était bien notre volonté. Mais la CRES ne veut pas être reconnue pour ce qu'elle est elle-même. Elle ne veut pas faire sa propre autopromotion. La CRES, elle veut être reconnue pour ce qui est la réalité de l'ESS. Je le disais tout à l'heure en ouverture de mon propos. Et la réalité de l'ESS, ce sont ces entreprises. Et je crois que la région, l'État, la région l'ont très bien compris. Il faut se féliciter. La crise, Sabira disait qu'il y a eu un accélérateur pour des dispositifs. La crise, ça a été aussi un accélérateur pour permettre à la CRES d'être reconnue. Par contre, nous sommes parfois un peu interrogés sur le fait que rapidement, l'État a mis en place des dispositifs, la région également. Et dans le premier temps de la crise, nous avons vu peu d'entreprises solliciter les dispositifs qui étaient mis en place. Ça nous inquiétait de telle manière que ça nous a obligés, nous, à retourner et principalement vers le secteur associatif en leur disant « vous avez des dispositifs qui sont mis à votre disposition, utilisez-le ». Nous avons eu de longs débats pour savoir s'il fallait faire du PGE ou pas en faire. Nous avions, nous, une position, la CRES, qu'il fallait solliciter le prêt garanti par l'État et nous avons, de telle manière, communiqué vis-à-vis de nos entreprises et principalement vis-à-vis de nos associations pour qu'ils utilisent les dispositifs et le PGE en était un. Je pense que la CRES, indirectement, a trouvé son rôle conforté. Mais la CRES, elle est inquiète pour ces entreprises, elle est attentive à ce que l'État met en place, elle est attentive à ce que la région va mettre en place. La CRES, elle est tout à fait aujourd'hui dans son rôle de défense des intérêts des acteurs qu'elle représente. Mais du coup, si on continue dans ce cheminement-là, beaucoup d'outils ont été créés. Est-ce qu'on n'a pas péché d'une certaine manière collectivement par orgueil en créant des outils et en pensant que les entreprises allaient s'en saisir, notamment les plus petites? Est-ce qu'on n'a pas manqué de clairvoyance sur les besoins d'accompagnement à la mobilisation des outils au final? Peut-être, on devra faire effectivement un bilan, on le fera avec l'État, on le fera avec la région, on le fera pour nous-mêmes. Mais attention, on a des dispositifs qui sont mis en place, on a aujourd'hui des entreprises, mais toutes entreprises confondues,
qui sont sous perfusion, malheureusement. Et on peut se féliciter que l'État ait accompagné, on peut se féliciter dans une certaine mesure que la région l'ait fait également. Mais qu'en sera-t-il quand on va débrancher les perfusions? Et c'est là où je pense également que le rôle de la CRES sera à nouveau important pour accompagner justement quand on vient vous enlever la perfusion, qu'est-ce qui se passe après? Ou vous êtes complètement guéri, on peut vous enlever la perfusion, ou vous n'êtes pas totalement rétabli. Si on vous enlève la perfusion, ça peut ouvrir à de nouvelles difficultés. Donc moi, je pense malgré tout, parce que je suis d'un naturel optimiste, et je partage ce que disait Géraldine, que ça peut aussi, pour les entreprises qui se repensent, être une opportunité. Et si on va sur le plan plus général, l'économie sociale et solidaire, c'est très tendance aujourd'hui. Encore faut-il que nous fassions la démonstration de notre capacité à pouvoir offrir de nouvelles perspectives pour ce qui sera l'après-crise. Parce qu'on sait bien, on n'est pas des naïfs, que l'après-crise peut tout à fait renvoyer à des fonctionnements, à des modes de consommation, à des modes de vie qui seront quasiment identiques à ceux que nous connaissions avant la crise. Si on veut que ça change, et ce n'est pas l'État qui nous y empêchera, ce n'est pas non plus la région, je le pense. C'est plus nous, notre capacité à faire la démonstration que nous sommes capables de nous organiser et d'apporter de nouvelles réponses aux citoyens de ce pays. Merci Denis. Alors, je me tourne vers la fenêtre de discussion où un participant de l'association Ludambule, qui représente le secteur des ludothèques associatives, nous pose une question qui est quand même assez intéressante. Ils constatent qu'ils sont fortement impactés dans leur activité, mais ils font partie de catégories qui sont somme toute assez nombreuses, de structures qui ont une activité transversale, c'est-à-dire qui touchent à plusieurs domaines d'activité, entre l'éducatif, le culturel, le social, et donc qui ne rentrent au final dans aucune case officielle. Ils peuvent pas prétendre, par exemple, aux aides proposées par le ministère de la Culture ou autres. Comment on aide ces acteurs qui sont transversaux et qui sont de plus en plus nombreux? Géraldine, Sabira, je ne veux pas avoir de questions pièges, mais comment on gère ces acteurs transversaux qui sont nombreux au final? Alors, ces acteurs, comme vous les appelez, transversaux, bénéficient des mesures qui bénéficient à l'ensemble des autres entreprises et des autres associations. Donc, cette association, par exemple, si elle a des salariés, peut bénéficier de l'activité partielle pour ses salariés. Du fonds de solidarité. Enfin, il faut voir l'ensemble des… Enfin, il faudrait mieux connaître l'association pour lui proposer des pistes, mais pour moi, ce type d'association peut mobiliser les aides, je dirais, génériques qui s'adressent à l'ensemble des acteurs économiques. Et vous pouvez être, même s'ils n'ont pas de ministère de référence, un de leurs interlocuteurs. Ah oui. Oui, on parle même aux agriculteurs à la directe. C'est incroyable quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres prises de parole sur la question du plan de relance ESS ou des précisions à apporter sur les appels à projets qui vont sortir? Je me tourne vers mon écran, j'essaye de regarder s'il y a des petites mains qui se lèvent, des questions qui arrivent dans le pad. Et sinon, peut-être qu'on va pouvoir fermer la parenthèse avant de la réouvrir très bientôt, parce que du coup, c'est un sujet qui va nous tenir encore de nombreux mois, du plan de relance ESS, avec peut-être, effectivement, je rejoins votre optimisme, l'idée de se dire il faut qu'on se saisisse, malgré la difficulté, des opportunités qui se présentent et qu'on soit satisfait d'avoir une interlocution à différentes échelles qui soit structurée, qui soit coordonnée. Et c'est aussi ce que nous aura appris, ce que nous apprend encore cette crise, c'est la nécessité de la coordination au-delà des moyens pour apporter des réponses qui soient utiles et qui touchent jusqu'aux acteurs les plus fragilisés. Du coup, je passe peut-être à un peu la séquence conclusive, puisqu'on a prévu de terminer cette visio à 16h30 et qu'on a un des voisins de l'UDES qui a décidé de faire des travaux et qui s'attaque à la perceuse au plafond.
Donc, du coup, je vais peut-être vous rappeler qu'on a un certain nombre de rendez-vous qui nous attendent dans les mois à venir et qu'on va travailler de concert avec l'UDES. David, peut-être que je t'invite à revenir. Je sais que tu es en train de travailler pour Madame Perrault sur les données sur le thermalisme. Mais est-ce que tu peux faire une petite halte pour nous parler un petit peu des rendez-vous? Je sais qu'on a notamment un temps qui est maintenant un temps institué sur la conférence régionale de l'ESS. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les rendez-vous qui nous attendent dans les mois à venir? Alors, oui, le premier grand rendez-vous et qui, on l'espère, mobilisera le plus possible d'entreprises, c'est la décision qui a été prise avec les organisateurs de la 3e conférence régionale de l'ESS, donc à savoir l'État et le conseil régional, d'aller en fait au-devant des entreprises pour les consulter de manière en fait à finir d'arrêter le programme de cette 3e conférence régionale de l'ESS. Donc cette consultation va démarrer certainement fin février, début mars. Elle sera organisée sur la base des relais territoriaux et elle permettra aux entreprises de l'ESS d'exprimer ce qu'elles voudraient voir inscrite au programme de la 3e conférence régionale, à mettre naturellement en rapport avec l'expression de leurs besoins. Ensuite, le comité d'organisation finira de prioriser ce qu'il peut retenir pour pouvoir créer des contenus dans la conférence où on essaiera d'amener des expertises et des solutions les plus pratiques possibles pour les entreprises. C'est l'ambition pour cette 3e conférence régionale de l'ESS qui s'organisera à la rentrée prochaine, au mois de septembre-octobre. Et on s'est donné ce calendrier pour pouvoir, nous l'espérons, se rencontrer le plus possible en présentiel dans un lieu qui reste à déterminer. Merci beaucoup pour ces précisions, David. Et au sein de l'équipe de la CRES, nous travaillons aussi à voir quelles sont les propositions, quels sont les rendez-vous que nous pouvons décliner et proposer en concertation avec l'UDES 05 sur le territoire. Donc, du coup, dans les semaines à venir, nous vous ferons passer nos propositions de rendez-vous sur le 05, puisque nous comptons bien revenir. Et à ce titre-là, quand je ne suis pas animateur de débat sur des plateaux télé virtuels, je suis aussi vice-président aux délégations, à la culture, à la communication, à la CRES. Et donc, du coup, j'aurai le plaisir de revenir régulièrement sur votre territoire en espérant vous rencontrer de visu pour avancer et améliorer nos collaborations sur ce département ô combien important et qui tient aussi à cœur à notre président. Président, peut-être que je vous laisse le mot de la fin avant les remerciements finaux. Alors, si c'est le mot de la fin, je dirais simplement merci. Ça, c'est de la conclusion synthétique. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce rendez-vous du Tour des territoires. J'espère très sincèrement que le prochain que nous ferons pourra être en présentiel. On remercie quand même la technologie d'exister qui rend quand même des temps possibles, mais j'aimerais terriblement vous rencontrer, vous saluer chaleureusement. Je remercie les équipes de la CRES pour leur investissement sur la préparation de ces rendez-vous et je remercie l'équipe des Têtes de l'Art qui officie devant moi dans la régie pour nous apporter son expertise à l'organisation de ces plateaux télé qui améliore un petit peu le quotidien des Zooms avec un format qui est un petit peu plus accessible. Et je rappelle qu'il y a aussi un Facebook Live qui a tourné via une rubrique événements qu'a créée Sophie et que pour les amateurs et les aficionados de réseaux sociaux, n'hésitez pas à relayer les différents rendez-vous. Je rappelle également que demain, nous serons dans le 04, dans la salle des fêtes des Mai, pour le Tour des territoires et que nous serons vendredi dans le 83 à Toulon pour le même temps pour conclure cette semaine de Tour des territoires avant un prochain tour à Nice qui aura lieu, lui, en février. Donc, si vous avez des amis, des collègues, des partenaires, des entreprises
qui pourraient être intéressés par ce temps, n'hésitez pas à leur relayer, à les inviter à s'inscrire sur le site de la CRES, car nous serons très bientôt chez eux. Quant à moi, je vous remercie tous. Je vois les remerciements que vous nous adressez par le biais de la fenêtre de discussion. Merci à l'UDES 05 pour votre accueil et je vous dis à tous à très bientôt. Merci encore.